Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant, la science. Le recours à l'argument scientifique a souvent en vertu incantatoire, comme si on assénait son sérieux et sa crédibilité. Mais est-il légitime d'accorder une certaine supériorité à la science? Pour beaucoup, faire appel à la science, c'est faire appel à un esprit cartésien. C'est en quelque sorte le fantasme de la réalité absolue, qui poussé à son plus haut degré conduit à un risque, celui de perdre sa capacité à être surpris et d'assister à un désenchantement du monde dans lequel tout pourrait être expliqué. Alors, la science, vérité ou prétention? C'est ce que nous allons voir tout de suite après l'intro. Avant tout, il faut savoir que ce sujet m'a été grandement inspiré par Aurélien Barraud, qui a largement abordé ce sujet sur sa chaîne. J'ai voulu rendre ces réflexions plus accessibles et concises, tout en y ajoutant mon point de vue. Ce sujet me tient à cœur car beaucoup se servent de l'argument scientifique pour invalider la naturopathie ou toute autre pratique qui sort du consensus établi. Et je pense qu'il est nécessaire que vous ayez ma vision des choses avant d'aborder d'autres sujets qui, quoi qu'il arrive, sortiront à un moment ou à un autre du cadre scientifique. Mais cette vidéo n'invite pas pour autant à rejeter la science, car comme nous allons le voir, elle a du sens et toute sa place. Pour commencer, il faudrait pouvoir définir la science. Mais d'ailleurs, dit-on la science ou les sciences? Car s'il y a des points communs entre les différentes sciences, il y a une grande diversité d'approches, de méthodes et d'hypothèses. On va partir du principe que les différentes sciences œuvrent pour un seul et même objectif, celui de se rapprocher du réel. Quand on pense aux sciences, on pense mathématiques. Et pourtant, d'autres sciences ne font pas du tout appel aux maths, comme les sciences humaines ou les sciences de la nature par exemple. On pourrait alors la définir à sa capacité à prévoir, cette capacité d'annoncer des phénomènes avant qu'ils ne se produisent, comme une éclipse par exemple. Mais cela suffit-il? Vous pouvez très bien savoir quand l'aiguille de votre montre pointera sur midi, sans pour autant en comprendre les mécanismes qui l'animent. L'expérience a aussi une place importante. La science permet d'affronter le réel en étant mise à l'épreuve afin de ne pas s'enfermer dans des certitudes. Mais si on parle de sciences dites observationnelles, comme l'astronomie ou les mathématiques, elles sont tout à fait indépendantes de toute forme d'expérimentation matérielle. Autre problème, quel sens donner à l'expérience qui, quoi qu'il arrive, est soumise à interprétation. On pourrait penser que l'expérience, ce sont les faits, et que l'explication des faits sont la théorie. Mais cette vision n'est-elle pas naïve? Car les faits ne parlent jamais en dehors d'un cadre interprétatif. Si nous étions des Égyptiens du second millénaire, ce serait pour nous une évidence que le mouvement du Soleil est le mouvement du dieu Ra dans sa barque solaire. Ce serait un fait d'observation. Lorsqu'une personne décède, on pourrait conclure après quelques années qu'il n'en reste plus rien. Mais ce n'est vrai qu'à une certaine échelle. Du point de vue des atomes qui composaient son corps, rien n'a disparu. Ce n'est qu'à une échelle humaine que cette personne a disparu. À une autre échelle, ce n'est pas vrai. Peu importe vos croyances. Donc ce qui nous paraît évident est en fait toujours soumis à interprétation. D'ailleurs, beaucoup des faits du passé nous semblent aujourd'hui absurdes, comme le fait que les hommes seraient supérieurs aux femmes, par exemple. Donc les faits n'existent que d'un point de vue précis, construit sur une image du monde à un instant T. Alors on pourrait définir la science sur la notion de rationalité. Et pourtant, c'est peut-être la plus mauvaise des définitions qu'on peut en faire. Nous sommes tous les irrationnels de quelqu'un. Personne ne défend ses convictions au nom de l'irrationalité. Par exemple, les pratiques que les scientifiques qualifient de pseudosciences ou d'obscurantisme religieux sont vécues de façon tout à fait rationnelle par ceux qui y adhèrent. Il est donc amusant de voir que chaque camp prône le retour à la rationalité, en sachant que personne ne parle de la même rationalité. On ne peut donc pas définir la science par sa rationalité, la rationalité étant elle-même indéfinissable de façon unique. Ah, vous ne pensiez pas philosopher autant, hein? Il semble donc difficile
de définir la science de façon simple, définitive et figée. Mais définir quelque chose n'est-il pas, quoi qu'il arrive, clivant et destiné à un temps limité? Prenons par exemple la définition de la vie, qui aujourd'hui ne fait pas encore l'unanimité. On sait de façon intuitive qu'un chien ou un humain est vivant, alors qu'un livre ou un bout de plastique ne l'est pas. Pourtant, une des plus grandes questions que nous nous posons, en nous demandant s'il existe de la vie extraterrestre ailleurs, vient nous interroger. Les expéditions réalisées sur Mars démontrent bien ce problème. Nous avons envoyé plusieurs robots analyser la planète rouge avec des instruments pour vérifier s'il y avait des constantes pouvant indiquer une activité biologique. Mais ceci en partant du principe que la vie avait évolué de la même manière que sur Terre. Ainsi, nos instruments sont peut-être tout simplement incapables de détecter une forme de vie qui aurait des constantes différentes de celles que nous connaissons. Notre conception de la vie terrestre n'est pas fiable pour rechercher de la vie extraterrestre, qui par définition sera certainement différente. Il est donc plus prudent de se laisser le droit de ne pas avoir une définition exacte de ce qu'est la vie, et il en va de même pour la science. Car si on tente d'enfermer la science dans une définition trop stricte, on met à mort toute évolution sortant de ce cadre. Alors que la science est par définition dynamique, la science d'hier n'est pas la science d'aujourd'hui. La seule vague définition que nous pourrions lui accorder est une forme de tension entre la liberté du scientifique, qui est un créateur dans l'interprétation qu'il fait du monde, et l'implacable factualité du réel. Car il y a un très grand nombre de manières de décrire le réel de façon scientifique, et pourtant, chaque jour, nous faisons face à une certaine réalité. Et celle-ci n'est pas négociable à un instant T. La science n'est donc pas qu'une construction sociale, elle permet un certain point de vue sur le réel, mais dans un cadre défini. Alors pourquoi la science bénéficie d'une certaine supériorité dans l'inconscient collectif? À l'école, la science et surtout les maths sont mis en avant, comme si nous ne pouvions pas avancer dans la vie sans les maths. Alors que la littérature, l'art ou encore l'histoire devraient avoir également un rôle central dans l'éducation. La science n'a pas à avoir une place supérieure sur le reste. Mais la science possède une spécificité qui est sa capacité à toujours revenir sur ce qu'elle croyait savoir. On part du principe que rien n'est immuable et que tout devrait toujours être remis en cause. En réalité, c'est ce qui fait que la science est véritablement fragile. Et en même temps, cette fragilité constitue son efficacité, à condition qu'elle soit capable de reconnaître ses erreurs. Car il ne faut pas l'oublier, la science au final essaie seulement de dresser un portrait du réel avec les connaissances qu'elle estime le plus juste à un moment T, parmi d'autres façons d'appréhender le réel. Dans ce contexte, l'humilité est de mise, car on ne peut pas tout réduire à la science et à une vision unique. Il ne faut pas oublier que la science est pratiquée par des hommes et a été créée par eux, au même titre que d'autres pratiques. Ainsi, ignorer ou railler d'autres points de vue au nom de la vision scientifique paraît véritablement nuisible. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en compte les points de vue multiples sans forcément devoir choisir? La science permet donc d'accéder au réel, mais quel réel? Prenons l'exemple d'une hostie. Pour un catholique pratiquant, il s'agit littéralement du corps du Christ. Mais pour une personne lambda, c'est un bout de pain rassis et sans aucun goût. Pour celui qui la fabrique, c'est un moyen de gagner sa vie, et pour la souris, une source de nourriture. Toutes ces différentes facettes ne font que décrire une seule et même chose tout à fait réelle. Cela nous montre que le réel est irréductible à une description unique. La science n'est donc pas le seul moyen d'accès au réel, comme nous l'avons dit, elle n'est elle-même pas unique et comporte toute une diversité d'approches. Ce que nous appelons science aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce que pensaient nos ancêtres il y a quelques siècles seulement, c'est-à-dire maintenant à l'échelle de l'univers. Nous sommes une espèce vivante parmi des milliards d'autres espèces vivantes, sur une planète parmi des centaines de milliards d'autres planètes dans la galaxie, qui elle-même est une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres galaxies. Si l'on devait y représenter notre histoire sur un calendrier, par rapport au début supposé de l'univers, nous nous situerions à la dernière heure du dernier jour de l'année. Ça laisse songeur. Tout cela devrait nous inviter à la prudence et à l'humilité face à ce que nous qualifions de réel.
Cela ne signifie pas pour autant que la science n'a aucun sens et qu'elle ne nous apprend rien. Le concept de la vérité est lui-même aussi flou que celui de la science ou de la réalité. Après tout, quelle est la vérité de la vérité? Et encore une fois, de quelle réalité parle-t-on? La vérité pourrait être représentée comme la limite à ne pas franchir, un cadre dans lequel nous pouvons évoluer, tout en sachant que ce cadre est une création humaine à son tour. Si par exemple, je dis que nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil, c'est vrai. Mais si je dis que nous sommes à l'intérieur du Soleil, c'est vrai aussi, si j'inclus le vent de particules qu'il émet. Au final, la vérité ne va pas d'elle-même, si nous ne prenons pas soin de préciser de quelle vérité nous parlons. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas faire appel à la vérité, mais il faut tout simplement prendre le temps de préciser de quoi on parle. Ainsi, on comprend assez bien maintenant que la science ne permet pas de toucher l'essence du réel, mais elle permet seulement de l'affronter si le réel existe. La science n'est faite que de conventions. Et c'est uniquement à cette circonstance qu'elle doit son apparente certitude. Les faits scientifiques, et a fortiori, les lois sont l'œuvre artificielle du savant. La science ne peut donc rien nous apprendre de la vérité, elle ne peut nous servir que de règles d'action. Après tout, la majorité des vérités nous intéressent-elles vraiment? Et ont-elles toujours un sens? Où se situe la vérité lorsque vous écoutez un morceau de musique ou que vous contemplez un tableau? Qui a à l'esprit lorsque je lâche un stylo que des équations non linéaires dans la métrique de Churchill, générées par la Terre, sont en train de se résoudre? Ce que suggère la relativité générale d'Einstein. Alors dire que la science est du côté des faits et que les autres approches seraient dans le déni des faits n'a pas de sens. Personne ne nie qu'un stylo va tomber si je le lâche, qu'on soit scientifique ou qu'on croit aux licornes. La seule chose qui change, c'est la manière de décrire la chute du stylo. Si l'on suppose que la réalité existe, il est difficile d'affirmer que la science s'en rapproche. Bien sûr qu'en termes d'analyse et de capacité à décrire le fonctionnement des choses, on s'approche d'une certaine vérité. Mais de façon fondamentale, sur l'essence même de la vie, rien n'est moins sûr. La distance qui nous sépare de la réalité étant certainement infinie, comme le laissent entendre les découvertes du passé qui ont à chaque fois révolutionné nos connaissances. La science n'est pas inutile et elle ne nous apprend pas n'importe quoi, mais ces réflexions nous invitent à prendre du recul sur les connaissances qu'elle nous apporte. La science elle-même nous apprend que nous sommes presque aveugles. Nos yeux, par exemple, ne sont sensibles qu'à une part dérisoire des ondes électromagnétiques connues. L'immense majorité de la lumière est invisible pour nous. Si on observait le monde avec des yeux capables de voir les infrarouges, les rayons gamma ou encore les micro-ondes, nous verrions un tout autre monde, qui serait pourtant tout aussi réel que ce que nous voyons actuellement. Est-ce que les autres propositions sortant du cadre de la science établie ne pourraient pas avoir plus de sens si on leur accordait le mérite d'être plus étudiées? Nous devrions avoir conscience de nos limites en toutes circonstances et nous rappeler que ce que nous savons est une part très infime de ce qui s'offre à nous. On pourrait résumer en disant que la science n'est qu'un rayon de soleil éclairant une pièce dans le noir. Ainsi on y voit plus clair et ce rayon de lumière est essentiel. Mais il ne permet pas de voir la totalité de la pièce de façon éclairée. Alors associer science et vérité paraît assez prétentieux. Pour ma part, j'ai choisi d'avancer dans la vie en étant ouvert à tous les possibles et en étant à l'affût de toutes les petites lumières éclairant nos mondes. Car si je suis naturopathe et possède des convictions hors sentier battu, je n'en reste pas moins attentif à ce qui se passe dans le monde de la science. Et de mon point de vue, la recherche de la vérité, s'il existe, se trouve dans un juste milieu, en conciliant diverses approches et en se laissant la possibilité de se tromper, et donc d'être humain. En matière de science, la distinction entre le possible et l'impossible est claire. Pourtant, les savoirs et les techniques actuelles de l'homme sont limités. Il y a tant de choses qui restent hors de notre portée. Mais cette impuissance rend les hommes amers, et ils font tout pour rendre l'impossible possible. Même si les moyens pour y parvenir sont parfois répréhensibles. Ces secrets résident peut-être dans la révolte contre l'absurde, dans le cœur des gens. Oui, peut-être.
Après tout, combien de fois avons-nous vu l'impossible devenir réalité ? L'homme et les sciences doivent progresser, sans pour autant sacrifier sur l'autel de l'absurdité de ce monde des visions qui, en apparence, ne se conforment pas toujours à ce que nous savons. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce bleu, ça m'aidera à faire grandir la chaîne. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, devenez acteur de votre santé. Ciao.